Bonjour et bienvenue pour cette analyse d'un sujet, oui, assez mystérieux, la flotte fantôme russe. Tout un réseau de navires qui opère un peu dans l'ombre. Bonjour. Oui, un sujet fascinant et assez préoccupant aussi. On a rassemblé plusieurs extraits, des notes d'analyse qui tentent de décrire cette flotte, comment elle marche, et puis surtout, quelles sont les implications. C'est ça, on va essayer de décortiquer tout ça. Notre objectif aujourd'hui, essayer de comprendre ensemble ce que c'est exactement, cette flotte, pourquoi elle existe, quels sont les risques, et puis qu'est-ce que ça nous dit finalement des tensions internationales actuelles. Alors, allons-y. Allons-y, pour commencer, c'est quoi exactement cette flotte fantôme? On parle de navires assez vieux, non? Souvent plus de 20 ans. Oui, c'est ça, une flotte vieillissante et surtout une flotte assez nombreuse. Les estimations varient, c'est vrai, mais on parle quand même de 300 voire 600 navires, c'est pas rien. Ah oui, 300 à 600, c'est une force considérable. Montée en peu de temps alors. Tout à fait. Et l'objectif principal, il est assez clair, c'est de contourner les sanctions internationales qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine en 2022. Surtout le fameux plafond sur le prix du pétrole russe fixé par le G7. Exactement. Cette flotte est devenue essentielle pour que la Russie continue d'exporter son pétrole. On parle de 70% des produits pétroliers, peut-être même 90% du brut, selon certaines analyses, comme celle de la KSE. Et pour y arriver, ils utilisent des tactiques bien spécifiques, les pavillons de complaisance par exemple. Oui, c'est une des techniques clés. S'enregistrer sous pavillon du Gabon, de Panama, des îles Cook, des pays où les règles sont, disons, plus souples. Et ça ne s'arrête pas là, j'imagine. Non, bien sûr. Il y a aussi la désactivation très fréquente des systèmes AIS, l'identification automatique. Ça rend leur suivi très très compliqué. On les perd des radars en gros. C'est l'idée. Ajoutez à ça les transferts de cargaison en pleine mer, de navire à navire et des structures de propriété extrêmement opaques pour cacher les vrais bénéficiaires, vous avez un système complet de contournement. C'est une adaptation rapide et coûteuse, j'imagine. La KSCE parle d'un investissement autour de 10 milliards de dollars. C'est ça. Et ce qui est frappant ici, c'est pas tant la tentative de contournement en soi, on pouvait s'y attendre, mais c'est vraiment la création active d'une infrastructure parallèle, quasi étatique. Ça montre une certaine sophistication, oui, mais ça expose aussi les limites de l'application des sanctions internationales. Est-ce que cette ampleur, cette rapidité, ça a vraiment surpris les experts? Ou c'était une suite logique? Disons que la vitesse et l'échelle ont peut-être dépassé certaines attentes. Ça souligne surtout à quel point c'est difficile de faire respecter des sanctions sur les océans, un espace immense et, par nature, difficile à contrôler. Et au-delà de l'aspect économique, ce qui ressort beaucoup des analyses, ce sont les risques. Très concrets. D'abord, l'environnement. Ah oui, absolument. On a des navires très anciens, souvent mal entretenus et surtout souvent sous-assurés, voire pas du tout assurés. Donc un risque de marée noire potentiellement catastrophique. Exactement. On a eu l'exemple du Pablo, ce pétrolier de 27 ans qui a explosé au large de la Malaisie en mai 2023. Un avertissement très clair. Et en cas d'accident majeur, qui paye la facture du nettoyage? Probablement les États côtiers, pas les propriétaires introuvables de ces navires. C'est un vrai problème. Et il n'y a pas que l'environnement. Les sources parlent aussi de risques pour la sécurité. Oui, c'est l'autre grande inquiétude, le potentiel pour utiliser ces navires dans des opérations hybrides, du sabotage. C'est une préoccupation qui monte. Il y a eu cet incident avec le câble sous-marin Estlink 2 en mer Baltique fin 2024. Justement, le câble a été endommagé et au même moment, on a repéré un navire suspect, le Eagle S, à proximité. Coïncidence? Difficile à dire, mais ça alimente les soupçons. Et puis, il y a aussi des rapports qui suggèrent que ces navires pourraient transporter du matériel militaire, par exemple vers la Libye. Ce qui nous amène aux implications plus larges. Ces navires y naviguent souvent près des côtes européennes, Norvège, Danemark. Oui, et c'est là qu'on touche à une vulnérabilité importante. Le droit de la mer, la convention UNCLOS notamment, donne aux États côtiers des moyens d'action assez limités contre des navires en transit, sauf s'il y a un danger immédiat avéré. Donc ils subissent les risques, mais ils ne peuvent pas vraiment intervenir facilement en amont. C'est un peu ça, oui. Ils sont un peu démunis pour agir préventivement. Du coup, face à tout ça, on en vient à questionner l'efficacité même des sanctions actuelles. Est-ce qu'il y a des pistes, des réflexions sur comment mieux gérer ce problème? Oui, on sent que ça réfléchit. Peut-être à des actions plus discrètes pour perturber ce trafic. Ou alors il faudrait vraiment renforcer la coopération internationale pour traquer ces navires, identifier les vrais propriétaires, les assureurs.
C'est complexe. Très complexe. Et il y a aussi une question éthique qu'on ne peut pas ignorer. La sécurité des équipages qui travaillent sur ces navires souvent dangereux, et puis l'impact environnemental qu'on laisse en quelque sorte se développer. Bon, pour résumer rapidement, hein, on a donc cette flotte qui opère dans l'ombre, devenue vitale pour l'économie russe, sous sanctions, mais qui en même temps charrie d'énormes risques pour l'environnement et la sécurité maritime mondiale. Tout ça en défiant ouvertement le régime de sanctions. Exactement. Et ça pose une question peut-être plus profonde pour l'avenir. Au-delà du défi immédiat posé aux sanctions, est-ce que cette flotte fantôme, ce n'est pas le signe avant-coureur d'une nouvelle ère? Une ère de commerce maritime et peut-être même de conflits, beaucoup plus opaque, plus fragmentée, où certains acteurs utiliseraient ces réseaux parallèles pour contourner les règles établies. Une sorte de zone grise maritime qui s'étendrait. En quelque sorte, oui. Et la vraie question finalement, ce n'est pas si un prochain incident grave impliquant un de ces navires va arriver, mais plutôt quand. Et surtout, quelle sera la réponse internationale à ce moment-là? Ça, c'est la grande inconnue.